Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Métropole pour la rubrique Le Point. 23 septembre 2015, situation et contexte oblige, on fait une pause sur les candidats à la présidence pour parler ce matin de 2 ans de cet arrêt, l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, arrêt qui a fait ou qui veut faire des milliers d'Haïtiens des apatrides. Pendant 2 ans, ici en Haïti, des organisations des droits humains ont appelé, ont posé des actions pour forcer la République dominicaine de revenir sur cette décision. Mais aujourd'hui encore, on est en plein processus de rapatriement, ce qui veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Ce matin, pour parler de cet arrêt, pour faire le point autour de cette situation, avec nous, le coordonnateur général du collectif du 4 décembre, vous le savez, ce collectif qui a posé maintes actions pour exiger le retrait de cet arrêt. Monsieur Jean-Robert Argan avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Lilia, bonjour téléspectateurs, auditeurs de Métropole. D'ailleurs, je voulais remercier que vous ayez fait cet écart de votre programmation, parce que je crois comprendre que vous aviez dédié le point au candidat à la présidence, pour donner quand même un espace au collectif. Et ceci montre une chose, c'est que ce problème est vraiment un problème profond, sérieux et qui interpelle toute la nation. Alors bonjour, on va voir en quelques minutes la situation telle qu'elle se présente. Merci de l'invitation. Tout à fait, un plaisir. On doit justement rappeler que c'est une émission en 2 temps ce matin. La première partie est consacrée à ce dossier avec nous Jean-Robert Argan. En seconde partie, on va parler économie, particulièrement parce qu'on sait que la Banque mondiale a publié un rapport hier qui a présenté un tableau plus ou moins sombre de la situation économique ici en Haïti. Et on va essayer de faire le point et parler de l'avenir de ce pays dans le domaine économique avec notamment Donald Emran qui est déjà avec nous à Métropole. On va revenir sur le dossier. Aujourd'hui, 2 ans après l'adoption de cet arrêt, Jean-Robert Argan, où en est-on? Bon. D'abord, il faut remarquer que vraiment c'est une date triste de l'histoire dominicaine. C'est une date très sombre. Et on en est encore au point où le combat doit continuer. Et on doit mettre encore beaucoup plus d'efforts pour réaliser ce rêve que nous avons, que l'Haïtien soit respecté où il se trouve. Que l'abus et que ces violations flagrantes de droits humains, de droits de l'homme, et que cette violation cesse. On a fait beaucoup d'efforts, comme vous l'avez souligné, depuis décembre 2013. On est monté au créneau pour dénoncer cet arrêt, pour dénoncer ces abus qui se font contre nos ressortissants, contre ceux qui sont d'ascendance haïtienne et qu'on menace d'apatridie. Et c'est ça le plus gros drame, c'est le fait de rendre apatrides des individus. Ça n'a absolument aucun sens que l'on prenne une disposition et que l'on remonte jusqu'à 1929 pour dire que aux Dominicains, vous n'êtes pas dominicains parce que un de vos parents était d'origine haïtienne. C'est une violation flagrante. La personne est née en République dominicaine, la personne parle espagnol, la personne n'a aucune notion de ce que c'est qu'Haïti, parce qu'on parle de 4 générations finalement, et voilà qu'un beau jour, vous lui dites que vous n'êtes pas dominicain. C'est une aberration, c'est une insulte à l'intelligence, c'est une insulte à l'humanité. Au fait, c'est un problème qui concerne pas seulement nous autres Haïtiens, nous autres, au premier chef, parce que, justement, ceux qui sont menacés d'apatridie sont d'ascendance haïtienne. Mais c'est un problème mondial, à preuve, c'est l'intercession de plusieurs organismes internationaux, de plusieurs États au niveau des Nations Unies, à telle enseigne que la Cour interaméricaine des droits de l'homme était intervenue et avait condamné la République dominicaine contre,
que la République dominicaine revienne sur les effets de cet arrêt. Bon, donc, si on fait un peu la genèse de cette histoire-là, pourquoi nous sommes là? C'est parce que, d'un côté, nous avons certainement bien démarré le processus allant vers le retrait de cet arrêt, et puis en cours de route, nous avons fait fausse route justement, et lorsque la pression a été très forte sur la République dominicaine, nos dirigeants, et notamment notre chef d'État, avaient pris une position ouverte et claire quand on l'avait rencontré. On l'a vu à Punta Cana avec le président Medina pour dire aux autres nations de se retirer de cette histoire-là, qu'on allait résoudre... De laisser Haïti régler ce problème avec la République dominicaine. Donc nous faisons crédit d'une propension vers une amitié entre les deux et de l'espoir qu'à l'amiable, on aurait pu résoudre ce problème. Malheureusement, ceci n'a fait que d'ajouter de l'eau au moulin de la République dominicaine. Maintenant, et vous avez dénoncé, et on a vu toutes les réactions, vous l'avez dit, des autres pays par rapport à cette décision de la République dominicaine. Aujourd'hui, 2 ans après, quel est donc le bilan de ces efforts? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la République dominicaine a pu comprendre et a réagi? Et la République dominicaine a essayé de jouer un jeu intelligent. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un mélange adroit de problèmes migratoires à ce problème de violation des droits de l'homme. À ce moment-là, quand vous venez sur le volet migratoire, parce que vous ne pouvez pas reprocher à un pays de mettre en place des structures concernant la migration. Okay? Mais cependant, vous ne pouvez pas accepter non plus ce que, internationalement, ce n'est pas acceptable, ces violations de droits humains. Maintenant, quand ils font ça, ils font paraître ceci comme un problème migratoire et ceci essaie de tamiser automatiquement le vrai fond du problème. Donc, là où nous sommes maintenant, c'est que nous voulons dire et être clair là-dessus. Le problème tel qu'il est présenté après cette fameuse loi qui a suivi l'arrêt 613, cette loi qui, au fond, n'est qu'une application directe de l'arrêt, la loi dite Medina. Et maintenant, c'est comme si, oui, c'est plutôt la migration et qu'on va arranger les choses, et que ça va passer, etc. Donc, que l'arrêt ne serait pas en vigueur. Or, c'est exactement l'application de cet arrêt. Et ce que ça traduit, ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'expression d'une haine, d'un anti-haïtianisme poussé à outrance. C'est du racisme, c'est de la xénophobie. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis que c'est du racisme. Dernièrement, le collectif a organisé un sit-in à Malpasse. Et du côté de Font-Parisien, à un endroit qu'on appelle Font-Bayard, il y a eu un campement pour recevoir ces gens qu'ils ont jetés pêle-mêle sur la frontière, comme un panier de linge sale. Finalement, ces gens se trouvent dans un camp là-bas. À leur parler, et puis nous avons rencontré plusieurs d'entre eux qui avaient 2 choses. D'abord, leur certificat de naissance haïtien, et en plus, ce fameux papier du PNRE. Or, le PNRE, qui est le programme de régulation, des étrangers, donnait à l'individu l'option de pouvoir attendre pendant 2 ans et réclamer éventuellement une nationalité. Donc, cette personne était censée pouvoir rester en République dominicaine et évoluer. Il arrive que nous avons trouvé ces gens avec ce papier-là en main, parce qu'ils ont été simplement raflés sur la route, mis dans un bus et transportés vers la frontière. Donc, parce que, qu'est-ce qu'il y a? Leur complexion. Ce sont des Noirs, des têtes graines, etc. Ils voyaient ça simplement comme un Haïtien. Donc, vous voulez dire que la République dominicaine n'a pas su respecter ses propres principes? Elle ne respecte pas, tout comme elle n'a jamais respecté ses protocoles d'accord avec nos représentants. Que de fois, on a essayé d'avoir, enfin bon, c'était pour notre malheur, nous sommes entrés dans la tangente d'avoir une affaire binationale. Ça a été une erreur colossale et c'est là qu'on s'est fait engluer par la République dominicaine. Maintenant, quand on a parlé d'essayer de redresser la barque, la Dominicaine a dit, écoutez, bon, je ne viens pas
à La Réunion, j'annule ce protocole. Okay. Ils ne respectent pas, ils ne respectent rien. On avait demandé aussi un processus, enfin le respect du processus de rapatriement, comment on rapatriait les jeunes, etc. Ils en ont fait à leur guise. Par contre, maintenant, il y a un redressement qui se fait, et probablement, et ceci certainement, disons, par rapport à la pression internationale qui revient, parce qu'elle est revenue en place. Et c'est là que nous devons appuyer l'effort que nous avons à faire encore, c'est au niveau international. On ne peut pas résoudre ce problème, nous le disons à qui veut l'entendre, on ne résoudra pas ce problème en essayant d'avoir un accord simplement entre les deux nations et sans une tierce partie. Donc il faut appliquer l'international, il faut impliquer l'international. Il faut impliquer l'international, en espérant qu'elle saura prendre les mesures que de droit. Parce que ce qui est arrivé, pourquoi je dis en espérant, pour revenir au verdict de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la République dominicaine, quelle position elle a prise? Nous sommes indépendants. D'ailleurs, nous nous retirons de cette histoire-là et nous ne respectons pas ce verdict de la Cour. Très bien. Maintenant, Jean-Robert Argan, aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est et on dirait, vous l'avez dit, qu'il y a une pause sur l'application de l'arrêt et la République dominicaine a amené la question sur le terrain migratoire. Aujourd'hui, on est en plein processus de rapatriement parce que des Haïtiens n'ont pas pu se faire enregistrer dans le PNRE. C'est ça la situation. Est-ce qu'on doit toujours, comme vous l'avez dit, et continuer à mettre la pression? Quelles sont les actions à poser aujourd'hui par rapport à ce revirement de la situation? Sans aucune hésitation. Il faut que ce soit une pression constante et à devenir de plus en plus forte. Et si on laisse ouvrir une fissure dans cette pression-là, c'est fini. Notre pression doit devenir de plus en plus forte. Et je veux dire, par exemple, le point sensible de la République dominicaine, il y a deux points sensibles de la République dominicaine. Et c'est sur ce point-là sur lequel on devrait travailler. D'abord, cette histoire de leur donner 3 milliards de dollars là, cette histoire d'être leur second gros client, il faut qu'on mette un frein à cette affaire-là. Donc il faut qu'au niveau économique, on prenne des mesures qui nous enlèvent de cette inféodation pratiquement alimentaire de la République dominicaine, laquelle inféodation est arrivée depuis d'abord 1991-93, puisque c'est aussi à cause de cet embargo qui nous a été imposé que notre pays est arrivé au stade où il se devait et il ne pouvait et actuellement ne fait que commander par le truchement de la République dominicaine. Il faut se défaire de cette histoire-là. Deuxième action? Bon, et la deuxième action serait certainement d'aller éventuellement leur faire comprendre que si elle continue vraiment à s'entêter, à garder cet arrêt, à faire ses abus contre nos ressortissants, on devra battre la grande caisse et faire comprendre que la République dominicaine devrait être considérée comme un État paria. Un État où c'est du racisme en plein essor, c'est une xénophobie, et dès lors, leur seconde source de revenus, qui est le tourisme, serait la deuxième partie à attaquer. Maintenant, et on va mettre fin à la première partie de l'émission, Jean-Robert Argan, mais rapidement, on sait que le collectif a applaudi et a félicité la décision du gouvernement d'interdire l'entrée par voie terrestre en Haïti de 23 produits. Et certains ont tendance à croire que c'est des mesures adoptées en guise de représailles par rapport au comportement de la République dominicaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout d'abord, nous pensons que, encore, et nous saisissons l'occasion pour dire que nous accueillons vraiment avec joie cette mesure prise par le gouvernement haïtien. Ce communiqué signé du ministre Lalo, nous pensons que c'est un pas vers la bonne direction. Parce que, qu'est-ce que ça implique? Quand on dit que ces produits-là doivent revenir par voie maritime ou aérienne, il y a plusieurs volets là-dedans. Le gouvernement l'a fait notamment pour le contrôle nécessaire de qualité des produits que nous envoyons. Parce que ce n'est plus un secret pour personne que la plupart de ces produits que nous recevons de la République dominicaine ne sont pas de la meilleure qualité.
récemment, on connaît encore l'histoire de la farine. La farine est cancérigène, comme les gens s'appellent, farine poisson dominicain, espagnol. Et on avait connu aussi l'affaire du salami, etc. Bref, donc l'État a pris une position pour un contrôle de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement même de mentalité au sein de l'État et c'est ça qui est bon. Et parce que je crois que c'est la première fois que le gouvernement ait pris une position aussi claire et aussi valable qui laisserait transpirer l'idée que nous allions changer d'être un État prédateur, comme ça a toujours été le cas de ceux qui sont au pouvoir, qui assaut le pouvoir pour se faire une fortune ou n'importe quoi, pour devenir un État accompagnateur, serviteur. C'est-à-dire que c'est la santé de son peuple, c'est la bonne marche de la nation qui serait leur but principal. On doit comprendre que vous n'êtes pas d'avis que, comme certains veulent le faire croire, que ce serait en représailles. Que l'on considère que ce soit des représailles, d'ailleurs, ce serait de bonne guerre, d'ailleurs. Ouais. Mais maintenant, on va au-delà de ça. Okay. Parce que si on parle de représailles, ça veut dire que nous réagissons. Si nous réagissons, ça veut dire que nous devenons tributaires de celui qui agit. Et c'est cette personne qui agit qui mène la barque. Pas question. Je pense que nous avons pris une décision, nous avons pris une position et qui ouvre tout un jeu d'opportunités à nos entreprises. Très bien. Et dernière question, Jean-Robert Argan, après 2 ans, pratiquement 2 ans de lutte contre cet arrêt, est-ce que vous pensez qu'il y a encore espoir que la République dominicaine revienne sur cette décision? Non, je n'ai pas espoir. Je suis certain qu'elle devrait revenir sur cette histoire-là. Parce que, et si le jeu arrivait, si le jeu force à couper, il faut que notre gouvernement comprenne aussi qu'à ce moment-là, il faut qu'il puisse penser éventuellement à une rupture des relations commerciales, voire diplomatiques, jusqu'à ce que ce problème soit résolu. C'est-à-dire, aux grands mots, les grands moyens. Enfin, on doit laisser cette barque où on se laisse berner en veux-tu, en voilà. Notre pays, c'est notre pays, nous avons un peuple, nous avons une nation, nous avons des gens à défendre, nous avons cette sécurité à donner à l'Haïtien et cette sensation que l'Haïtien devrait savoir que partout où il se trouve, il y a un État qui est là pour le défendre. Voilà. C'est avec ces mots qu'on va mettre fin à la première partie et on parlait justement de ces 2 ans, des anniversaires de l'arrêt 168-13 de la République dominicaine et on a fait le point autour des avancées et Jean-Robert Argan, qui est coordinateur général du collectif du 4 décembre, nous a permis de comprendre que les efforts ont été payants, mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, il y a peut-être, avant une seconde, et c'est encore le cas et l'occasion pour chaque Haïtien de pouvoir exprimer aussi sa révolte contre cette histoire, simplement en cessant de consommer dominicain. Oui, ça vous l'avez toujours prêché. Merci Jean-Robert Argan et excellente journée. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Métropole. Ok, merci de l'invitation, merci de nous avoir donné ces minutes-là et la lutte continue. On l'avait dit, en seconde partie, on aura avec nous notamment Donald Imran. On va parler perspective, on va parler économie. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous sur Métropole pour la rubrique Le Point. On a eu en première partie Jean-Robert Argan, le dossier de la République dominicaine, surtout l'arrêt 168-13 dont on commémore les 2 ans et ce 23 septembre a été au cœur de la première tranche. Avec nous, en seconde partie, les représentants du mouvement Haïti 2045. Là, je parle de Donald Imran, spécialiste en management, et Francisco Jovin, qui est gestionnaire. Avec les représentants du mouvement Haïti 2045, on va parler perspective. Comme vous le savez, hier mardi, la Banque mondiale a présenté un rapport, et rapport qui a quand même les conclusions de ce rapport qui présente un tableau sombre de la situation économique ici en Haïti. C'est vrai qu'il y a eu des efforts et une stabilité relative au niveau macroéconomique, mais la croissance qui est faible par rapport aux besoins de cette population et l'extrême pauvreté qui gagne les zones rurales et l'explosion démographique en milieu urbain. C'est ça le tableau. Avec Donald Imran, rapidement, ce matin, on va voir, on sait
qu'il y a eu il y a quelques mois cette volonté pour qu'Haïti soit un pays émergent à l'horizon 2030. C'est l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui était venu avec cette idée. Mais là, on parle de Haïti 2045. Donald Imran, comment vous voyez Haïti en 2045 et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cette Haïti en 2045? Bon, et je salue donc les auditeurs et téléspectateurs de l'émission Le Point. C'est un plaisir d'être de retour. Merci donc pour l'invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait parler d'abord de deux cycles. Deux cycles que le pays a vécu, deux cycles de 29 ans. D'abord de 1957 à 1986, le cycle des Duvalier. Dictature. Le peuple ne peut pas s'exprimer, ne prend pas les rues, mais M. Duvalier père et ensuite fils, ils sont dictateurs, donc ils règnent en maître et seigneur. C'était le premier cycle. Cause de ce premier cycle, beaucoup d'Haïtiens s'exilent. Il y a eu un peu de progrès, si on peut l'appeler ainsi, stabilité, mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas prendre les rues. Deuxième cycle de 29 ans également, 86 à 2015. On fait l'apprentissage de la démocratie. Parce que ce n'est pas encore la démocratie. On apprend à connaître c'est quoi la démocratie. Est-ce qu'on a réussi? Bon, je pense que... la question se pose. La question se pose et les résultats aussi prouvent le contraire. Parce qu'il y a eu une autre vague d'exil. Avant, sur les Duvalier, c'était un exil plus politique. Et après, il y a eu l'exil économique et un exil à cause de l'insécurité. Donc, voici les résultats de ces deux cycles. Donc, il y a de quoi se questionner. On entame un troisième cycle de 29 ans. On va, en 2016, avoir un autre gouvernement, un autre président. Ce troisième cycle va aboutir à 2045. D'où l'idée de dire, on a subi les deux derniers cycles, est-ce qu'on va subir le prochain? Est-ce que ce n'est pas le moment à chacun d'intervenir, de s'impliquer et de dire qu'est-ce que Haïti représente pour moi? Est-ce qu'on va continuer à s'exiler en République dominicaine, au Brésil? J'écoutais Radio Métropole tout à l'heure et Bello qui parlait des conditions des Haïtiens au Brésil. Est-ce que les Haïtiens vont continuer à s'exiler? Ou bien est-ce que nous allons construire ce pays ensemble? Si oui, comment et où commencer? Donc c'est ça l'idée de Haïti 2045, c'est ce troisième cycle. Et il nous appartient à tous de réfléchir sur ce troisième cycle et de voir comment aboutir à Haïti 2045 où Haïti sera différente. Différente dans quel sens? Sur le point économique particulièrement. Et la Banque mondiale a donné son rapport et Roro Farel dit souvent l'économie est trop importante pour la laisser seulement aux mains des économistes. D'ailleurs, je ne suis pas économiste et voilà, j'interviens pour parler de l'économie d'Haïti sur les 30 prochaines années. Et voyons quelques statistiques, ok, rapidement. Haïti, sur les 15-20 dernières années, a eu une croissance économique moyenne de 1,41%. En même temps, la République dominicaine, sur cette même période, a eu une croissance économique moyenne de plus de 5,4%. 1,41%, 5,4%, ce qui donne aujourd'hui un PIB de 8,5 milliards de dollars, excusez-moi, pour Haïti, et plus de 64 milliards de dollars pour la République dominicaine. Voici la situation à l'heure actuelle. Si on continue avec la loi des rues, avec l'apprentissage de la démocratie comme on le fait maintenant, on va soit connaître une croissance similaire ou bien même moindre. Moindre, ça veut dire 1,5 ou moins. Donc on aura en 2045 quoi? 12 milliards de PIB pour une population de 16 milliards d'habitants. 16 millions, désolé avec les milliards et les millions, on se perd. Donc 16 millions d'habitants, 12 milliards de PIB. Donc, on va être plus pauvre parce que là, le PIB par capita sera de moins que 800 $ et actuellement, il est de 800 $. De notre côté, si on fait le même calcul avec la République dominicaine, qui a connu 5,43 milliards % de croissance,
Donc, si la République dominicaine continue avec cette même croissance, dans 30 ans, donc en 2045, la République dominicaine sera à plus de 350 milliards de dollars de PIB. de PIB, tandis que nous, on sera à 12 milliards. Donc, on sera beaucoup plus pauvre et la République dominicaine beaucoup plus riche. Très bien. Maintenant, la question, c'est quoi faire? Voilà. Quoi faire? Je vais donner la parole d'abord à mon ami et Francisco, qui va parler de son expérience. Qu'il était, moi aussi, je ne vais pas dire que j'étais un exilé, mais j'étais à l'extérieur du pays et je suis rentré. Je suis resté, on va dire, en tout 7 ans à l'extérieur du pays, 1 an plus ou moins aux États-Unis et 6 ans en Afrique. Et j'ai décidé de rentrer. Et il va parler de son expérience aussi, qui a décidé de rentrer et on va dire quoi faire maintenant à partir d'aujourd'hui pour que les 29 prochaines années soient différentes de ce qu'elles ont été dans le passé. Alors, on comprend que vous avez déjà commencé quelque part et c'est peut-être dans la commune de Tabar que vous avez démarré avec vos actions citoyennes. Et Francisco Jovin, vous êtes gestionnaire justement. Vous avez démarré aujourd'hui en perspective 2045. Le quoi faire maintenant? D'accord. Bonjour. Je salue les téléspectateurs et les spectatrices de Radio Métropole. Donc, mon nom c'est Francisco Jovin, comme tu as dit. Je suis professeur à l'ANP, qui est Académie nationale de police pour les commissaires en gestion. Je suis aussi directeur financier de Socoposa, qu'on connaît sous le nom de EVIS. Alors, comme a dit Donald, il a parlé de Haïti 2045. C'est très important. Pour réaliser ce rêve en 2045, il faut l'implication de tout le monde. Donald avait commencé 2045 au CAI. Maintenant, on est à Tabar. Je représente le collectif de Tabar pour Haïti 2045. On s'est réunis, on s'est dit, on a été élevés à Tabar, nous sommes des héritiers de Tabar, nous sommes des locataires de Tabar, nous travaillons à Tabar. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Tabar? Si on va à la banque maintenant, avec un terrain de Tabar, la banque ne va pas financer. C'est un drame. Donc l'important, c'est de s'impliquer. Moi, j'ai laissé le pays, c'était en 2003, je suis retourné en 2005, c'est parce que j'ai fait un choix. Pourquoi je dois abandonner ce que mes parents ont fait? Et maintenant, j'aurai plus de problèmes à m'adapter à l'étranger. Je n'ai pas de problème, il y a ce qu'on appelle mobilité des travailleurs. On peut se bouger. Mais si je veux rester, on ne doit pas nous forcer. Maintenant, pour éviter tout ça, c'est de nous impliquer. Donc, ce qu'on a fait, on a rencontré des gens, mais on projette aussi de rencontrer d'autres gens à Tabar. Par exemple, nous avons le colonel Antoine Latoris qui habite à Tabar. Nous avons le ministre des Finances, Wilson Lalo, qui habite à Tabar. Nous avons aussi Jean-Marie Théodate qui habite à Tabar. Dadou Jamba, qu'on connaît sous le nom de Yves Jamba, qui habite à Tabar, etc. Mais on va les chercher pour les impliquer. On a formé un comité provisoire pour faire ce travail. Impliqué pour faire quoi? Impliqué pour dire on prend Tabar en charge. OK. Si nous avons des biens à Tabar et on ne décide pas de nous impliquer, j'ai une question que je vais poser aux téléspectateurs. Si on demande à Tabar maintenant, alors une partie va répondre, qui est le maire de Tabar maintenant ou bien l'agent intérimaire de Tabar? Ils ne pourront pas répondre. Donc ce n'est pas possible. Donc le collectif qui s'est réuni pour former, c'est que on veut avoir des données, ce qui se passe, on veut rencontrer les autorités, on veut les accompagner, pas les sanctionner. D'où, rapidement, ce qu'on aimerait faire d'ici la semaine prochaine, rencontrer les candidats pour la mairie de Tabar. Pour l'instant, il y a 32 candidats, alors 32 cartels. Ça fait à peu près 96 candidats. Ça, c'est beaucoup. Donc, on va les inviter de nous présenter leur programme. Comme je disais tantôt, on ne va pas les sanctionner. On va les accompagner pendant la campagne et après la campagne. S'il y a un problème, par exemple, on doit rencontrer le directeur du SMCRS, un problème de déchets dans la zone. On ne va pas pénaliser le maire. On va le rencontrer. C'est quoi le problème? On va rencontrer le directeur SMCRS. Donc, généralement, on reproche aux citoyens haïtiens surtout de voter, élire un président ou encore un magistrat et après laisser
ce magistrat ou ce président travaillait seul. Donc vous voulez remédier à cette situation et accompagner ceux que vous avez placés à la tête du pays ou de la commune. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très important. Mais quand vous avez un maire, soit né dans la commune ou bien né dans d'autres communes, mais le maire, c'est une personne. Mais nous, les habitants, nous allons rester. Le maire va passer. Donc, d'où l'importance de l'accompagner. Mais nous pouvons aussi influencer, préparer le terrain dans 4-5 ans et peut-être diminuer cette affaire de 33 cartels. Pourquoi ne pas avoir 3 cartels, 2 cartels? Mais c'est un processus. Comme j'ai cité des noms, et je peux aussi citer, on a d'Alembert, c'est Emmanuel d'Alembert, c'est le père Emmanuel d'Alembert qui joue dans Dallas, qui habite aussi à Tabar. On a aussi le PDG de la Tessina qui habite à Tabar. Quand on fait une comparaison, le village Tessina et le village Théodate, quand on rentre dans le village Tessina, on n'est pas en Haïti. Mais pour traverser le carrefour Clercine, le carrefour Fleuillot pour y arriver, c'est l'enfer. Mais si des gens aussi intéressés à faire ce gros investissement, pourquoi ne les pas accompagner? Donc on est très content. On a aussi beaucoup d'autres villages. Donc d'où il faut aller chercher ces gens. Très bien. Ce sont des professionnels qui demandent des services. Maintenant, on va les accompagner, alors les autorités, pour aboutir avec ce service. Donc c'est une prise de conscience et au niveau de Tabar, vous avez lancé l'idée et déjà il y a un comité a été formé. Provisoirement, justement, avec moyen, je veux dire, d'étendre vos actions, peut-être sur la capitale et voire même dans les autres villes. C'est sur les 140 communes. Bon, jusqu'à présent, on est à 140 communes, n'est-ce pas? Oui. Bon, plus les communes qui sont questionnées. Et donc, l'idée, donc ça, c'est un aspect de Haïti 2045. Donc, l'idée, en gros, c'est d'abord interpeller, sensibiliser pour arriver à un changement de comportement. Parce qu'il y a deux façons pour arriver à changer un comportement. Renforcer les lois, c'est-à-dire le citoyen, il fait quelque chose qui est contre la loi, on le sanctionne. Clair, que ce soit un président, un simple citoyen, un sénateur, malheureusement, il faut rétablir l'autorité de l'État. Voilà, ça c'est une des façons. Mais nous, simples citoyens, nous n'avons pas ces moyens-là avec nous pour sanctionner les citoyens. Donc, je disais, il y a deux façons de porter quelqu'un à changer son comportement. Donc, le sanctionner selon la loi, renforcer les lois, mais aussi le sensibiliser, lui montrer c'est quoi les impacts de son comportement, les impacts de son action. Donc, on dit souvent que Haïti est trop riche pour être pauvre. Au fait, nous avons beaucoup de ressources. Nous avons une ressource culturelle, mais vraiment extraordinaire. Nous avons des peintres, des artistes, des chanteurs, on a un relief, on a un climat qui pourrait attirer les gens. Mais en face de tout ça, nous avons un comportement pauvre. L'instabilité politique, les rues, c'est la loi de la rue maintenant qui s'impose. Les gens, les professionnels et les gens capables, ils se désengagent. Ok. Donald Imran, concrètement maintenant, en quoi est-ce que le mouvement Haïti 2045 peut influer positivement l'économie haïtienne? Très bien. Nous avons commencé par exemple au CAI. Nous rencontrons des jeunes pour, comme j'ai dit, changer le comportement en les sensibilisant. Parce que les jeunes, ils abandonnent aussi. Ils ne trouvent plus de modèle. Les gens ne vont plus vers eux. Il y a une coupure entre les professionnels et les jeunes qui viennent, qui naissent, qui vont être les responsables de ce pays. Donc si nous, les professionnels, nous ne nous impliquons pas, qu'est-ce qui va se passer? Demain, ces gens, ils vont soit laisser le pays, soit ils n'auront pas ce sentiment d'appartenance pour dire que c'est mon pays, je dois travailler. Donc, nous allons les sensibiliser. Nous les rencontrons très souvent. On a commencé au CAI, on est à Tabar. Donc, c'est l'implication du citoyen. C'est l'implication qui va porter au changement du comportement. Maintenant, c'est pourquoi on a mis ça sur 20 ans, sur 29 ans, sur 30 ans. Ce n'est pas après cette émission que tous les gens vont dire « Ok, j'ai changé mon comportement ». Non, ils doivent voir pourquoi changer de comportement. Et ils vont le voir. Nous allons impliquer les médias, tous les médias, Métropole, et Radio Télé Guinée, et Vision 2000, et tant d'autres en dehors. D'ailleurs, au CAI, c'est avec Télénami que nous faisons ce travail. Ici, et à Port-au-Prince, c'est l'équipe d'Investir, Roro Farel, Réginald Noël et Wak André.
ainsi que Bobby Chauvette, nous sommes tous avec l'idée de changer le comportement de l'Haïtien. Bobby le dit souvent, il est dans le tourisme, il sait ce que c'est, comment l'impact peut être négatif. Il était avec un groupe de touristes récemment, il va et sur la côte des Orcadais, les gens en revenant, c'est au niveau de l'Arcaïe, c'est bloqué, et bien ils perdent leur avion. On sait combien est-ce que c'est difficile. Voilà. Donc, ce comportement-là, il faut qu'on le change. Et vraiment, il faut aller trouver chacun, chaque citoyen, dans chaque commune, former des collectifs dans chaque commune, et puis sensibiliser. Moi, je vous dis que ça va avoir un impact et ça va changer le comportement. Oui, j'aimerais ajouter un point dans l'économie que tu as posé la question. C'est que nous avons connu 3 cycles. Il y a un premier cycle, c'est l'économie agricole. Deuxième cycle, c'est l'économie industrielle. Troisième cycle, là maintenant, c'est l'économie numérique. Si les professionnels ne s'impliquent pas, nous allons avoir un problème d'interlocuteur. Par exemple, vous allez à la chambre, ou bien à la mairie, au palais national, si vous ne connaissez pas ces notions, vous allez avoir des problèmes. Ce n'est pas l'idée il faut X, Y dans tel poste. C'est une question de profil et avoir aussi des conseillers. Nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est une question de enlever Donald et je m'y mets. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Voilà. On a besoin de tout le monde. Et si on prend un exemple concret, il y a un débat qui se fait là pour la législation au niveau de tabac. Mais nous, dans le collectif, on a décidé de rencontrer les 2 candidats. On a dit soi-disant gagnants, premier et deuxième. Ouais. On va les aider, comprendre ce qu'ils veulent faire. On n'a pas le choix de vivre avec l'existant. On verra après ce qu'on peut faire. Mais l'essentiel, il faut vivre avec les gens, les conseiller, écrire, et dans les journaux. Nous voulons finir avec cette histoire de casse. Il y a un problème à la commune, vous allez rencontrer l'autorité directe. Tout passe par le dialogue. Tout passe par le dialogue. Si ça ne suffit pas au niveau de la mairie, avec le maire, vous allez voir le ministre de l'Intérieur, le ministre de tutelle. Ce n'est pas encore suffisant, on n'a pas de réponse, on va voir le président. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. Donc c'est ça l'idée de prendre conscience, on a un devoir de bien faire. C'est un appel à une prise de conscience. Rapidement, dernière question pour finir, et messieurs. Et là, je vois surtout les citoyens. Vous vous adressez surtout aux citoyens. C'est vrai que aussi les autorités font partie de la population haïtienne. Mais concrètement, pour les autorités, est-ce que vous avez aussi des actions rapidement? Ah oui, parce que, et Francisco vient de le dire, cessons avec cette philosophie « au toi que je m'y mette ». Tout le monde, on a eu plus de 70 candidats, pas vrai? Ben là, ils sont à 50 et quelques. 54. 54 candidats à la présidence. Les gens pensent que en étant capable de critiquer quelqu'un, on est aussi capable de le remplacer. Je peux critiquer Messi, pas vrai, mais je ne peux pas le remplacer. Et ce serait vraiment, je dirais, audacieux de ma part de dire que moi, Donald Lemran, je peux aller remplacer Messi à Barcelone ou bien en Argentine. Et bien c'est ce qu'on a remarqué auprès de tous ces candidats. Pourquoi 70 candidats? Tout le monde pense qu'il peut changer ce pays. Parce que je peux voir les erreurs, je peux critiquer, je pense que je peux faire mieux. Exactement. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que regardons Haïti, regardons l'histoire d'Haïti, contribuons ensemble. On peut être dans l'opposition, on peut être à vie dans l'opposition. Moi, je pourrais être à vie dans l'opposition, je critique. Mais si je ne suis pas capable... Je fais des suggestions, je critique et afin que ça puisse aller mieux. Voilà, parce que ce sera mieux pour tout le monde. Maintenant, je demande à ceux qui peuvent s'impliquer, à ceux qui sont capables de vraiment s'impliquer. Mais je ne vais pas donner les mains parce que je ne vois pas qui d'autre peut faire mieux. Et puis moi, je vais m'impliquer. Non, on doit finir avec cette philosophie, cette stratégie, parce que ça ne peut conduire qu'à la destruction, qu'à la loi des rues. Et on ne veut plus de la loi des rues, on veut réécrire l'histoire d'Haïti. On ne veut plus parler de 1804. On ne veut plus parler de Dessalines. Il faut cesser de regarder en arrière maintenant et de penser à l'avenir. Voilà. Le ministre de l'économie et des finances a fait un point hier et le ministre l'a dit, ça fait plus d'une quarantaine de présidents que nous passons, mais à chaque fois, il y a toujours des choses qui disent pas bon. Alors que c'est des mondes, leur qu'on a critiqué, tout le monde dit qu'on aimait. Donc est-ce que ces présidents sont pas bon vrai? Ou bien est-ce que c'est parce que justement, nous n'avons pas gagné en tolérance pour accepter que tout le monde n'est pas obligé d'aller dans ce sens nous. On président qui pose une action qui part dans ce sens nous, on n'est pas obligé de choquer pour ça. Donc c'est, en parenthèse, pour dire que généralement, celui qui critique pense qu'il peut
tout faire, Voilà. alors qu'arrivé au poste, il se fait critiquer bien lui-même. sûr. Donc c'est un cycle, et c'est toujours comme ça. Ça va arriver. Même les plus grands présidents, ils ne sont jamais appréciés à 100% dans les plus grands pays. Donc il y aura toujours une partie de la population qui ne va pas voir les choses de la même façon que celui qui est au pouvoir. Mais il faut accepter et tolérer et critiquer, dénoncer quand c'est nécessaire, mais aussi supporter quand c'est nécessaire. Et supporter quand c'est nécessaire. Voilà. Et surtout s'opposer à la destruction. Voilà. Et justement, il y a même des pays qui ont connu des situations pires que ce qu'on connaît en Haïti. Donc. Oui. On peut prendre l'exemple de Rwanda. Rwanda qui a connu le génocide en 1994, il y a à peu près 20 ans. Il y a eu 1 million de gens à être tués sur une période de 100 jours. C'est-à-dire 10 000 personnes par jour. Et pourtant, maintenant, ils sont à plus de 5,5% de croissance économique annuelle depuis 2000. Donc, depuis 2000 jusqu'à 2015. En 15 ans. En 15 ans. Donc, c'est parce qu'il y a eu un président, Paul Kagame, responsable, honnête et intègre, qui a pris les rênes et qui maintenant fait marcher le pays. Donc, il faut des gens responsables et nous avons donc besoin du support de tous les citoyens pour responsabiliser nos dirigeants et se responsabiliser eux-mêmes. Dialogue, pas de casse dans les rues et puis des gens honnêtes, intègres. Et on pense que d'ici 2045, on aura une meilleure Haïti. Donc, nous invitons les gens à aller et aimer la page Facebook de Haïti 2045 et à nous donner leurs suggestions, leurs idées pour voir comment on peut se réveiller un jour dans une meilleure Haïti. Voilà, c'est avec ces mots qu'on va mettre fin à l'émission de ce matin. Merci Donald Emran, merci Francisco Joven d'avoir été avec nous. Et on a 29 ans pour essayer de changer cette mentalité. On attend 2045. On commence maintenant. C'était avec nous Donald Emran et Francisco Joven du mouvement Haïti 2045 et particulièrement Francisco Joven qui est responsable du collectif des citoyens de Tabar. Merci d'avoir été avec nous sur Métropole. On a eu Jean-Robert Argan dans un premier temps et ses deux invités dans un second temps. Excellente journée avec nous sur le 100.1 et la 52. Mon nom c'est Luc Nergaro. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.